Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. L'enjeu de l'IA, c'est la data. Oui, bien sûr. Et donc, comment on peut en fait améliorer et faciliter l'expérience freelance pour les aider à mieux se représenter. Ça reste clé et je pense que c'est via ce vecteur-là en fait qu'on pourra ensuite encore plus améliorer l'expérience de matching pour les entreprises. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Claire Lebars de la société Malt. Bonjour Claire. Bonjour. Et merci d'être venue jusqu'à notre micro. On est ici au premier IA Summit de la Cité de l'IA. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Oui, enchantée. Merci de m'avoir reçue aujourd'hui pour le sommet. Claire Lebars, CTO de Malt. Ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint la société à la base en fait sur des sujets data et IA. Et avant ça, j'ai passé 12 ans à San Francisco dans des startups scale-up sur des sujets data et machine learning. D'accord. Tu peux nous parler en quelques mots de Malt ? Ouais, alors Malt, c'est la plateforme aujourd'hui leader européenne sur le freelancing. Donc en fait, d'un côté, on a plus de 800 000 freelances, vraiment tous les métiers, tech, IT, data, produits, marketing, finance, etc. On va vraiment, tous les métiers couvre un large domaine. Explosent sur le freelancing. Et de l'autre côté, 90 000 entreprises à travers l'Europe et un petit peu au Moyen-Orient aussi. D'accord, passionnant, ça fait un sacré vivier. Et donc, on s'est mis d'ailleurs d'accord sur le thème aujourd'hui, c'est de parler d'une manière générale de l'IA dans le domaine du recrutement. Alors, c'est un sujet qu'on a assez peu évoqué jusqu'ici, donc je suis très content de t'accueillir pour en parler. Et qu'est-ce que tu peux nous dire précisément sur l'IA dans le recrutement d'une manière générale ? Ouais. L'IA dans le recrutement, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille avec les équipes au quotidien. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été recrutée chez Malt. Parce qu'avec cette taille de marketplace, en fait, on arrive très vite à avoir besoin du machine learning. Bien sûr. Pour pouvoir identifier le bon groupe de talents à considérer pour une entreprise quand il y a un rôle à staffer. Oui, donc pardon, je fais déjà du franglais au bout de 2 minutes. Et du coup, l'IA dans le recrutement, c'est finalement un des enjeux les plus compliqués en fait de machine marketplace. Moi, j'ai fait ça sur des voitures, puis sur des logements. Là, quand on doit trouver la bonne personne, en fait, c'est vraiment multidimensionnel. Tout à fait. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'IA chez Malt, ça date de 2019. C'est vraiment pré-ChatGPT. Une bonne expérience déjà, oui. Mais on est dans des modèles d'IA prédictifs. Ce qui est intéressant depuis, je dirais, 2-3 ans, c'est vraiment les avancées autour des modèles de langage. Et dans le recrutement, les modèles de langage, c'est très intéressant parce que ça vient en fait nous permettre de comprendre les relations entre différentes compétences. Comment une expérience, un paragraphe, si on écrit une expérience dans une entreprise, en fait, à quoi ça peut correspondre en termes de compétences. Oui. Et donc, côté entreprise, ça peut vraiment faciliter la vie dans le sens où on voyait des entreprises qui ne savaient pas quoi taper, en fait, quand elles arrivaient sur Malt. Donc là, peut-être qu'il suffit d'uploader un PDF ou d'écrire un texte, des prompts. Une description, un job desk, comme on dit. Ouais. Voilà. Et nous, on va venir avec nos propres petits modèles de langage, finalement, venir traduire ça en compétences. Et de l'autre côté, côté freelance, on sait que l'optimisation avec les mots-clés sur le CV, c'est vraiment quelque chose qui est très présent quand on cherche un emploi ou quand on cherche à se représenter. Et l'avantage des modèles de langage, c'est que ça va retirer cette pression côté talent. Et on va plutôt en fait essayer de bien mieux décrire ce qu'on a accompli quand on a travaillé avec telle entreprise dans tel projet et ensuite venir en fait faire cette traduction avec les modèles de langage. Donc par exemple, quelqu'un qui a une expérience peut-être d'avoir fait la prédiction de prix. Pour une compagnie aérienne, on comprend que c'est proche de la data science, qu'il y a des compétences en statistiques, etc. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que déjà, depuis l'année dernière, on a déployé en fait, des modèles de langage sur la plateforme.
Et ce qu'on voit, c'est que ça permet en fait aux entreprises de considérer des talents qu'elles ne considéraient pas forcément au début. D'accord. Oui, donc ça ouvre des perspectives dans la manière de recruter. Est-ce que ce qui est particulier dans le recrutement, c'est qu'il y a une composante humaine. Comment on réagit finalement les freelances qui sont sur votre plateforme? Est-ce qu'ils savent qu'il y a de l'IA et qu'est-ce que ça leur fait? Comment ils réagissent à ça? Oui, c'est très important pour nous en fait de développer de l'IA et des produits qui les aident. D'ailleurs, on a un advisory board de freelance qu'on utilise pour identifier quels sont leurs challenges aujourd'hui, leurs difficultés, et donc de développer ça en fait avec leur retour. Moi, l'enjeu, c'est finalement de construire le bon système hybride, c'est-à-dire IA humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas que l'IA remplace la décision de recrutement. Ça paraît essentiel. Oui, ça paraît essentiel, mais je dirais que ce n'est pas forcément l'approche de toutes les entreprises autour de ça. Donc, là où l'IA est intéressante, elle est vraiment pour aider à avoir le bon set de considération. J'ai un rôle ouvert, c'est quoi les 5-6 personnes à qui je vais parler, et c'est là vraiment on voit qu'il y a de l'impact. Donc je vais mieux identifier les talents, peut-être des talents que j'aurais pas considérés, et avoir un gain de temps énorme. C'est-à-dire on réduit de quelques jours à quelques minutes aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez des chiffres d'ailleurs qui permettent d'illustrer un peu l'impact de la technologie? Là, je vois qu'il y a un impact sur le temps, le fait que ça vous prend dans vos équipes et donc la réactivité. Mais est-ce qu'il y a d'autres indicateurs? Oui, sur le set de considération, on voit que la façon de chercher, d'ailleurs, quand vous cherchez sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on fait? On entre des noms d'écoles, on entre des noms d'entreprises, et ça, on sait que c'est assez conductif en fait de biais. Et donc, on voit en fait qu'on vient gommer ces biais liés aux grands noms, des noms de grands groupes ou de grandes écoles, et shifter en fait une approche sur les compétences. Donc oui, on a aujourd'hui l'IA, elle est utilisée par 2/3 des grands groupes qui sont sur Malte. Malte, c'est à la fois des petites et moyennes entreprises, mais aussi des grands groupes. Donc on pourrait se dire, les grands groupes n'utilisent pas l'IA. Non, en fait, ils sont très friands de l'IA et avec des gros gains en termes d'efficacité. Oui, c'est ça, elles sont en recherche d'efficacité en fait. Ouais. Voilà. Et il y a une autre chose qui nous a surpris l'année dernière. Moi, je ne m'y attendais pas personnellement. C'est-à-dire que quand les entreprises utilisent l'IA pour d'ailleurs décrire leurs projets, on voit qu'elles sont plus à même à attirer les meilleurs talents. C'est-à-dire en fait avec nos propres modèles internes, ça va venir les aider à écrire des descriptions un peu plus attrayantes en fait, pour les freelances les plus en demande. C'est super intéressant. Écoute, merci beaucoup pour ces premiers éléments. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Dans l'intelligence artificielle, je me demandais quel a été votre parcours, les défis que vous avez eu à relever sur les plans techniques, fonctionnels et humains pour mettre en place ce que vous avez aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que la première implémentation de l'IA dans le produit, ça date d'avant moi. Et ça a été vraiment avec une toute petite équipe. Vraiment le CTO, cofondateur de Malte à l'époque, et un data scientist ou deux. Et donc avec une approche très itérative, de dire on peut déposer un projet et de façon asynchrone avec de l'IA, envoyer les bons talents. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe. On a un projet multidimensionnel et le machine learning va venir aider à répondre à ça. Donc ensuite, ça a été, il y a une équipe spécialisée en machine learning sur le matching. Le matching, c'est la correspondance entre une offre et un candidat. Exactement. Oui. Voilà. Ce qui est plutôt, moi, ma spécialité à Airbnb et ce que j'ai fait dans le passé à San Francisco. Donc, c'est profils machine learning engineer, data scientist expert sur ce sujet, une petite équipe. Et quand je rejoins l'entreprise, fin 2022, c'est cette équipe-là que je retrouve. L'enjeu à ce moment-là, c'est d'aller vers du state of the art en termes de modèles, et donc de faire le step, le passage au deep learning. Donc, il y a des définitions différentes de l'IA, mais là, on vient vraiment, vraiment des modèles cœur d'IA, toujours dans l'IA prédictif. Et donc, ma première année, finalement, elle est sur ces enjeux-là. D'accord. Et en observant la façon dont les entreprises utilisent le produit, on commence à voir aussi qu'on a pas mal d'opportunités de vraiment améliorer l'expérience. Et on veut, peu importe la complexité du projet, pouvoir montrer des résultats en direct et faire cette extraction de compétences. Un des premiers défis, en fait, c'est de faire ça avec le volume qu'on a chez Malte. Oui, c'est un volume très significatif. 800 000 freelances. Et donc là, on a un défi plutôt côté machine learning ops. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais on a implémenté une vector database qui nous a permis en fait, d'afficher des résultats en millisecondes. Et donc d'avoir une expérience produit live
state of the art. Oui, c'est cette partie cachée de l'iceberg en fait qu'on voit pas souvent, mais qui est un vrai défi technique pour passer à l'échelle souvent dans les projets. Exactement. Donc c'était cette phase-là. Ensuite, on a bien sûr mis en place, on a implémenté nos propres petits modèles de langage, toujours avec cette équipe technique. Et là, je dirais depuis 6 mois, 1 an, pour moi, l'enjeu, c'est finalement de démocratiser l'IA à toute l'équipe tech. C'est-à-dire que c'est plus un enjeu d'expert machine learning, mais ça devient vraiment quelque chose qui, pour moi, un back-end engineer, un software engineer produit doit pouvoir manipuler finalement. Pour aller mieux et plus vite dans son travail et se décharger de tâches peut-être un peu moins. Mais là, on est vraiment au début de cette transformation qui, à mon avis, en fait, va être le futur des équipes technologiques. On aura peut-être moins une équipe data d'un côté, une équipe engineering de l'autre côté. Et c'est une raison pour laquelle j'ai pris le rôle de CTO. Et en termes de roadmap, qu'est-ce que vous avez identifié là, dans les nouvelles innovations auxquelles vous réfléchissez ? Oui, alors si on reste sur le sujet de l'IA dans le recrutement, on a commencé à faire finalement de l'hybrid search, c'est-à-dire un mélange mots-clés et recherche sémantique. Donc là, je vais peut-être rentrer dans la technique, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de rentrer des mots-clés. Et de l'autre côté, on est en train de découvrir finalement les recherches via prompt, qui utilisent plutôt à quel point finalement ce mot est proche de cet autre mot, qui est vraiment la puissance des modèles de langage à l'origine, non génératifs, développés par Google. Pour la traduction, on voit la distance entre un mot en chinois et un mot en anglais. Ils sont proches, c'est la traduction. Donc nous, c'est ce qu'on fait en fait sur les compétences. On n'est pas dans des modèles de langage génératifs, on est dans des modèles de langage sur la similarité sémantique. Et donc, il y a un défi sur quand est-ce qu'on est sur du matching exact de mots-clés, quand est-ce qu'on utilise la similarité. Et ça, pour aller sur des recherches les plus complexes. On voit, si on recherche un mobile engineer, ça, on fait très bien avec du mot-clé. Par contre, je veux un consultant en stratégie qui a de l'expérience en automobile, qui a peut-être fait de la fusion-acquisition. Il y a peut-être des éléments un peu de soft skills aussi. Alors, le soft skills, on n'est pas encore très bon, donc ça fait partie aussi des choses vers lesquelles il faut aller. Et puis, avant tout, l'enjeu de l'IA, c'est la data. Oui, bien sûr. Et donc, comment on peut, en fait, améliorer et faciliter l'expérience freelance pour les aider à mieux se représenter. Ça reste clé et je pense que c'est via ce vecteur-là en fait, qu'on pourra ensuite encore plus améliorer l'expérience de matching pour les entreprises. D'accord. En fait, ce que vous avez démontré, c'est que l'IA est un élément qui rend plus facile et plus performant l'acte d'identifier le bon freelance. Et donc, vous continuez dans cette vision pour aller toujours plus simple et plus précis. C'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. Très bien, merci. Ça nous amène à notre deuxième question. Avec tout ça, vos utilisateurs freelance, surtout dans certains domaines, est-ce qu'ils ne perçoivent pas l'IA générative comme un concurrent, finalement ? Alors moi, ce que je peux vous partager, c'est les tendances qu'on voit sur la marketplace, puisque du coup, on a des millions de recherches qu'on analyse tous les ans, et donc on voit en fait quelle est l'évolution de la demande pour certains métiers versus d'autres. C'est passionnant d'ailleurs, c'est une base de données tout à fait intéressante. Oui, puis on essaye de partager ça du coup avec l'écosystème. On a un rapport Tech Trends qui est disponible à tous les ans. Donc nous, on ne voit pas encore ça. Peut-être que ça arrivera dans 2, 3, 4 ans. On ne voit pas encore du tout ça sur la marketplace de Malte à l'échelle européenne. On voit plutôt finalement, alors sans surprise, une très très forte augmentation de la demande pour les métiers de la tech, surtout data, IA. Data engineer, data scientist, data analyst. Voilà, x3 l'année dernière. D'accord. Ah oui, x3. Sur l'IA, x17 sur le RAG. Donc sans surprise, on est vraiment dans des demandes qui explosent. Et on voit plutôt, en fait, des freelances qui montent en compétences sur l'IA. Les freelances, c'est une statistique qui m'a surprise en rejoignant Malte. En fait, ils passent 4 heures en moyenne par semaine à s'upskiller, donc à monter en compétences. Donc c'est une moyenne, donc ça peut être, c'est pas forcément toutes les semaines 4 heures. C'est beaucoup quand même, 4 heures, c'est une demi-journée. Exactement. Donc on voit plutôt en fait aujourd'hui les back-end engineers qui deviennent vraiment full stack IA, et donc il y a un glissement finalement au sein des métiers de la tech et de la data vers l'IA. Et quand on compare donc sur les 12 derniers mois, l'étude qu'on a sortie il y a quelques semaines, on voit plutôt que les freelances sont en avance de phase par rapport aux entreprises sur les sujets de l'IA. Donc ça, c'est pour les métiers de la tech. Après, on peut se poser la question des métiers du marketing, du design, etc., de la communication, dont on parle beaucoup plus. Donc nous, on ne voit pas de baisse de la demande pour ces métiers non plus. Par contre, on commence à voir que les profils qui mettent en avant une utilisation de l'IA, une acculturation autour de ça, deviennent plus attractifs. D'accord. Et sont capables de monétiser
en fait cette montée en compétences sur l'IA sur la place de marché aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu identifier peut-être quels sont les perles rares ou les profils qui manquent finalement sur le marché dans ces domaines de l'IA? Tout à fait. Alors, si je dois en choisir 2, non, 3. Oui. Le premier, AI Expert. C'est vraiment le métier qui est le plus en demande. D'accord. La demande plus de 170% sur les 12 derniers mois. C'est considérable. Voilà, avec un taux journalier moyen qui est à plus 20% par rapport aux années précédentes. Le deuxième, c'est autour de la cybersécurité. Les experts cyber, donc l'IA, on sait qu'elle crée beaucoup de nouveaux problèmes. Et au sein des métiers, des profils cyber-experts, ceux qui ont aussi une couleur IA, alors là, c'est vraiment les perles rares que toutes les entreprises cherchent. Et le métier numéro 1 en termes de croissance, c'est data exécutive. Data exécutive parce que finalement, c'est ce type de profil qui viennent chercher les entreprises le plus pour les aider sur leur stratégie d'IA. Et on voit qu'on est encore beaucoup quand même dans la phase de réflexion stratégique. Donc sans surprise, finalement, c'est le métier qui est en le plus forte croissance. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces éléments avec nos auditeurs, Claire Lebars. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à visiter notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.